Hello! On se retrouve aujourd'hui pour un book tag. Eh bien oui, j'ai un niveau d'énergie aujourd'hui qui est un petit peu bas, comme vous le verrez dans le prochain vlog, parce que j'ai ouvert la boutique ce matin, que je pense que tout le stress est redescendu d'un coup, et du coup je suis un petit peu fatiguée. Donc j'avais envie de faire une vidéo aussi plaisante à faire qu'à regarder, c'est-à-dire des vidéos cosy, mignonnes et tout, et je me suis dit mais en fait le tag c'est parfait. C'est vrai que quand j'ai eu ma première chaîne il y a, je sais pas combien d'années, il y a 10 ans je pense, les tags c'était vraiment monnaie courante, on en faisait tout le temps, et d'un coup d'un seul ça a un peu disparu. Maintenant c'est vraiment très rare, ou alors il y a 2-3 tags par an qui tournent et tout le monde fait les mêmes, mais il y a plus trop de gens qui s'amusent à faire des tags où vraiment ils vont chercher eux-mêmes leurs questions et tout, donc ça je me suis dit tiens c'est une bonne idée pour l'année prochaine d'essayer de créer moi-même mes propres tags. Voilà, j'ai plein d'idées pour la chaîne, je vous raconterai ça du coup dans une vidéo spécifique, mais voilà, je glisse ça rapidement. Donc là je suis allée chercher un tag qui existait déjà dans les fins fonds de Booktube d'il y a 10 ans, et du coup bah, c'est parti pour le Book Winter, non le Winter Book Tag. Donc j'ai pris mon petit thé parce que j'ai la voix qui est en train de complètement dérailler, donc j'espère que je vais tenir jusque là. Je n'ai pas préparé le book tag parce que je me suis dit que ça serait plus drôle d'avoir mes réactions et mes réponses un peu à chaud, même si ça risque d'être un petit peu brouillon. Donc la première question c'est Let It Snow, un livre dont l'histoire prend place en hiver. Ah oui, et c'est pas à Noël du coup. Alors ça va être marrant de vous... En fait là je trouve que la question elle est pas aussi facile que ça, parce que je me rends compte que en fait en lisant de la fantasy, souvent les épopées elles traversent plusieurs saisons et tout. Donc on a forcément des moments en hiver, mais des livres qui sont focus comme ça sur une période, à part les romances de Noël, il n'y en a pas non plus des centaines, sauf s'ils sont vraiment dans un royaume un peu glacé. Mais est-ce que c'est vraiment l'hiver ? On va pas jouer sur les mots. On va dire que ceux qui me laissent ces temps-ci une impression glaçante, où on a vraiment ce sentiment d'avoir froid. Moi, dans mes dernières lectures, je vous dirais que ça doit être The Witchwalker, le tome 1 de Carissa Wick, parce que je me souviens qu'à un moment donné, nos deux personnages principaux doivent traverser une espèce de lande glacée, et je me souviens avoir eu froid en lisant le truc, tellement j'étais là, mais les deux là, ils vont jamais s'en sortir quoi. Et donc celui-ci me laisse un souvenir très très présent sur le côté froid. Sinon, je pense qu'un livre qui se passe en hiver, ou en tout cas dans un royaume comme ça un peu glacé, il y a Spinning Silver, la fileuse d'argent de Naomi Novich, que vous pouvez lire, qui est très très bien. Si vous aimez les thèmes un peu contes, je pense que ça peut beaucoup vous plaire, et notamment dans cette période hivernale, c'est vraiment tout à propos, parce qu'on est sur une héroïne qui va se retrouver coincée dans un... comment dire, dans un espèce de pacte qu'elle va passer avec le roi du royaume des glaces, quoi. Et donc du coup elle va être comme ça dans un espèce de palais, je me souviens, qui était froid, etc., dont elle va essayer de se sortir. Et ça donc je pense que c'est pas mal. Voilà, après je trouve que quand on pense à l'hiver, on pense aussi à tout ce qui est fête et tout, et il y a des livres en fait qui vous donnent cette impression. Typiquement, Les 4 filles du docteur March, ça se passe pas tout le temps autour des fêtes, mais Noël revêt quand même une importance assez particulière dans cette histoire, parce qu'on commence par là, et on commence, grâce à Noël, à poser le décor et les caractères des 4 personnages qui vont constituer du coup les héroïnes de l'histoire. Donc je trouve que c'est un livre qui mérite d'être cité dans ce moment-là. Et puis après, moi je vais pas vous mentir, même si on a du mal à la citer maintenant parce qu'elle est vraiment détestable, c'est Harry Potter, qui pour moi a toujours ce côté un peu hivernal. Un peu Noël, où franchement à chaque fois que le Noël arrive, j'ai envie de me replonger dans ces histoires-là. Donc voilà. Je vais essayer de pas citer 25 livres à chaque fois, sinon on n'a pas fini. The Christmas Song, ton histoire de Noël préférée. Ah franchement là, sans hésitation, c'est Christmas Carol de Charles Dickens, donc que j'ai lu pour la première fois l'année dernière dans sa version originale et complète, qui est un petit peu plus moralisatrice que la version qu'on a l'habitude d'avoir en adaptation. Mais donc du coup c'est l'histoire avec les Noëls passés, présents et futurs. Je trouve que c'est un livre qui est assez universel et qui est assez intemporel, et c'est pour ça que je l'adore et que j'adore cette histoire, parce que c'est une histoire qui est avant tout là pour vous rappeler quelles sont les valeurs fondamentales de la fête de Noël, qui sont pas
nécessairement d'acheter des choses, mais plutôt justement d'être dans le don, que ça soit de son temps, de son argent. Et je trouve que c'est bien de se remettre ça en tête parfois, parce que Noël, ça peut être une période qui peut être assez mélancolique pour les gens qui sont seuls, qui n'ont pas forcément une grande famille, ou qui n'ont pas forcément même de famille autour, ou voilà, enfin, ou même parce que ça peut être porteur d'événements qui sont pas forcément toujours plaisants, faut pas, voilà, malheureusement c'est comme ça. Et je pense que c'est bien d'essayer de retrouver quand même Noël dans sa version justement un peu plus fondamentale, pour se souvenir que Noël c'est avant tout une période où on célèbre la lumière et la fin finalement de cette obscurité qui va prendre fin du coup au solstice d'hiver pour ensuite que la lumière prenne place. Et donc je trouve que c'est une histoire, en tout cas moi, qui a le don de me rappeler un peu ça, que dans Noël, on peut y trouver justement voilà, des valeurs autour du partage, du don, de la chaleur humaine et tout, et qui sont des sujets que je trouve être vraiment importants. Voilà, je sais pas si c'était clair comme réponse, mais j'espère. Silent Night, ton classique préféré? Alors là, c'est un peu compliqué parce que du coup, en relisant les questions, je savais pas trop si c'était ton classique genre ever, ou si c'était ton classique autour de Noël, parce que ton classique autour de Noël, ça sera forcément un Christmas Carol. Après, mon classique préféré, ça restera toujours Orgueil et Préjugés de Jane Austen, parce que moi, c'est comme ça que je suis rentrée vraiment dans la section classique, c'est à travers la bibliographie de Jane Austen, que j'ai adoré. Donc je dirais que c'est forcément celui-ci parce qu'il a enfin, celui-ci et Persuasion, qui sont en fait les deux livres que j'ai trouvés les plus beaux dans sa bibliographie. Après, moi j'ai eu un coup de cœur monumental pour le Comte de Monte Cristo que j'ai adoré. Enfin vraiment, je pensais pas aimer à ce point un classique, et franchement j'ai passé un moment de lecture, je voulais plus que ça s'arrête quoi. Donc voilà, on n'a qu'à dire que c'est ces deux-là. Baby It's Cold Outside, ton couple et ta romance préférée? Bah forcément, Orgueil et Préjugés, hein. Même si c'est ça qui est drôle, je trouve, dans Orgueil et Préjugés, c'est que c'est un livre qui est très beau, c'est un livre qui porte plein de messages, etc. Et pour autant, ça a beau être ma romance préférée ever, parce que je trouve qu'on surpassera jamais ça, c'est pas forcément mon couple préféré, parce que Darcy et Elisabeth ont plein de défauts et manquent aussi d'une certaine bienveillance par moment, l'un envers l'autre, vu qu'ils sont tous les deux pleins de préjugés. Donc c'est pas forcément mon couple préféré. Du coup, mon couple préféré, ce serait qui? Je suis quand même obligée de citer Aileen et Rowan dans Le Trône de Glace, enfin Throne of Glass. Je sais plus comment ça a été traduit, mais je crois que c'est ça, Le Trône de Glace. Non, Le Trône de Verre, pardon, qu'est-ce que je raconte? Je suis fatiguée, hein, désolée. Aileen et Rowan font partie des couples que je préfère. De même que Fair et Rhys, du coup, qui sont... Tout ça, c'est dans le... de Massverse, donc du coup, l'univers de Sarah J. Maas. Ça fait partie des couples que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Fair, en fait, comme personnage, parce que c'est un personnage qui est souvent un peu mis de côté au profit de la plus badass, là, de sa sœur Nesta... et des Amazones là, mais en vrai j'aime beaucoup le personnage de Fer parce que je la trouve assez intéressante finalement, elle est moins lisse je trouve que ce que les gens en disent. J'aime beaucoup le rôle de Aileen parce que je la trouve hyper insupportable et du coup j'aime beaucoup sa personnalité, même si parfois t'as envie de lui donner des claques. Et je dirais que dernièrement dans les romances que j'ai lues, j'ai beaucoup aimé Miller et Kai, qu'on retrouve du coup dans le livre dont je ne vais pas me souvenir le nom, mais je vous mettrai de toute façon les petites captures des livres, les petites couvertures, qui étaient dans la série de Liz Stamford. Ils m'ont beaucoup plu tous les deux, je les ai trouvés vraiment adorables, et j'ai trouvé qu'ils avaient réussi à construire un couple autour d'une histoire qui était pas évidente, parce que chacun en fait avait des volontés professionnelles qui lui étaient propres, chacun était à un stade de sa vie qui n'était pas forcément... aligné avec celui de l'autre, plus une situation personnelle et familiale qui n'était pas forcément non plus la plus évidente et la plus simple, et pour autant, ils ont réussi à construire un couple et une famille à travers ça, et j'ai trouvé que c'était beau, parce que pour une fois, c'était pas
on a 25 ans, on se rencontre, on a des péripéties et on tombe amoureux. Non, bah non, c'était, il y a un écart d'âge, lui il a un gamin, elle, elle est vachement concentrée sur sa carrière, enfin, etc. Donc ça faisait vrai, en fait. Ça faisait un vrai couple avec des vrais sujets. Et du coup, j'ai trouvé que leur couple était beau et que c'était pas évident, mais c'était bien écrit. Et franchement, j'ai un coup de cœur pour cette romance et je dirais que dans les derniers couples que j'aime, c'est ceux-là qui reviennent. The Most Wonderful Time of the Year, Time of the Year, je pense que c'était. Ta tradition de Noël préférée. Eh bien, je vous dirais que ma belle-sœur, du coup, m'a introduite à une tradition l'année dernière que j'ai trouvée très belle, où en fait, elle nous a fait écrire des vœux sur des petits bouts de papier. Je sais plus combien il y en avait. C'est une bonne question. Enfin, il faudrait que je redemande. Et en fait, tous les soirs, jusqu'à ce que Noël soit là, on devait brûler un des petits papiers. Et donc du coup c'était comme un vœu qui allait se réaliser au cours de l'année pour lequel nous n'avions rien à faire. Et à la fin en fait il devait nous rester un seul petit morceau de papier avec un vœu écrit dessus. Et en fait c'était celui pour lequel il allait falloir qu'on travaille le plus cette année et qu'on donne le plus d'intention pour qu'il se réalise. Et c'était assez beau parce que du coup il y avait un côté... on met dans l'air quelque chose, on envoie en tout cas à l'univers quelque chose auquel on réfléchit plus, et je serais même curieuse de voir ce que j'avais écrit l'année dernière. J'aurais peut-être dû les marquer dans un note dans mon portable, ça aurait été assez rigolo pour voir ce qui s'est vraiment réalisé. Et en y repensant, en vous racontant ça, je me rends compte qu'il y en a qui se sont vraiment réalisés, donc je me dis comme quoi c'est drôle. Et puis d'avoir ce petit morceau de papier qui restait avec ce vœu-là et tout, je sais pas, ça a eu un côté un peu... vous voyez, un peu bilan et à la fois un peu magique, et j'ai trouvé que c'était assez chouette, voilà. Après, dans ma tradition plus, on va dire, de famille, moi j'avoue que le rendez-vous de on se met tous ensemble autour d'un film de Noël, avec plein de gourmandises, du chocolat chaud et tout, avec le sapin en fond qui fait sa petite lumière, ça restera mes moments de Noël préférés. All I Want for Christmas, quel livre voudrais-tu le plus voir sous ton sapin ? Si Lignon en avait qu'un, ce serait facile, mais dans cette année, comme toutes les années, il y aura encore 25 bouquins sur ma liste, donc là, je vous dirais que celui qui me fait le plus envie... Laissez-moi 2 secondes, je vais réfléchir. En fait, à Noël, j'aime bien demander des beaux livres, ou des livres que j'achèterai pas forcément pendant l'année, parce que j'en achète tellement, et il y a tellement d'histoires qui passent et tout, que du coup, j'aime bien demander des choses un peu différentes. Du coup, cette année, je crois que un des livres qui me ferait plaisir, c'est un des livres sur William Morris. Donc William Morris, c'est un peintre, un poète anglais qui a fait notamment beaucoup de motifs floraux. Je pense que vous les aurez déjà vus en fait, même si vous connaissez pas son nom. Et qui ont été repris des milliards de fois sur à peu près tout ce qui peut exister où on peut mettre un motif. Et je pense que j'aimerais bien avoir un livre sur son travail, mais un petit peu aussi qui raconte un peu sa vie, parce que je suis assez, de plus en plus fascinée par ces personnalités qui ont réussi à développer plusieurs arts. Je trouve ça vraiment intéressant. Donc ça fait partie des choses que j'ai envie de mettre sous le sapin. Il y avait Contes et légendes des frères Grimm, qui avait l'air aussi très chouette, parce que j'aimerais beaucoup me replonger dans des contes et lire du coup des versions un peu non édulcorées, on va dire. Et il y a un livre qui me plaisait beaucoup aussi, qui m'intéressait, qui s'appelle The Complete Language of Flowers, qui est donc un livre qui va parler du langage des fleurs, alors je sais que c'est très spécifique, mais en fait quand on étudie un peu l'époque victorienne, on se rend compte que les fleurs avaient beaucoup plus de signification quand on faisait un bouquet. Chaque fleur en fait est porteuse plus ou moins d'un message, et donc du coup quand on fait une composition, on va avoir tendance finalement à passer un message ou un autre à travers les fleurs que l'on choisit, et j'ai toujours trouvé ça, je ne sais pas pourquoi, absolument passionnant. Et donc du coup là j'avais trouvé 2 livres, il y a un livre qui s'appelle Floriographie, qui est faite par une illustratrice que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jessica Roux, qui m'intéressait pas mal et qui parlait justement du langage victorien des fleurs. Et il y avait carrément un autre livre qui s'appelle donc The Complete Language of Flowers, et là en fait ça va vraiment parler
non seulement des fleurs, mais aussi des plantes, des arbres, des fruits. Et donc c'est assez, voilà, c'est assez intéressant. Comme j'ai de plus en plus envie de créer des compositions, en fait, avec notamment des éléments de la nature, bah, j'aimerais bien finalement que la composition parle un peu et vienne supporter l'idée que j'ai envie de transmettre. Et donc j'aimais bien cette idée de travailler avec ce langage-là. Voilà, ça c'est les beaux livres que je vais certainement mettre dans ma pile. Alors, Santa Claus is coming to town. Quel personnage serait en haut de la liste des méchants et celui sur la liste des gentils? C'est une bonne question. Dans la liste des méchants, alors franchement, alors moi j'ai toujours la méchante qui était dans A Coat of Thorns and Roses, je crois qu'elle s'appelle Amaranta, un truc comme ça. Je sais pas pourquoi cette méchante, elle m'a trop marqué, alors que franchement, c'est la méchante, on la voit genre 10 minutes. Mais elle a tellement traumatisé plein de monde que du coup, c'est comme le roi d'Hiberne, vous voyez, c'est vraiment les méchants, quoi. Mais pourtant, en fait, ils sont plus méchants par l'aura qu'ils ont dans l'histoire, parce qu'en fait, on les voit pas, ou presque. Donc c'est un peu bizarre. Les méchants, très méchants. Parce que, alors, moi, personnellement, j'aime bien soit les méchants très 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 méchants, c'est-à-dire vraiment impitoyables et tout, et qu'on adore détester, ou alors j'adore les méchants gris. Vous voyez là, typiquement dans le livre, dans la saga que je suis en train de lire, là, Banded by Thorn, le méchant là qui est le prince de je sais plus trop quoi là, j'allais dire des enfers, pas du tout, des ronces ou je sais plus trop quoi, bah, vous voyez, il a ce côté un petit peu taquin qui fait que je l'aime bien. Donc je sais pas si c'est un vrai méchant. Vous voyez, c'est un peu comme Rhys, vous voyez, dans le tome 1 de Akotar. On se dit, je suis sûre qu'en vrai, il est pas si méchant que ça. Donc voilà, j'aime bien ce genre de méchant-là. Je sais pas trop qui je mettrais du coup sur ma liste des méchants. Je pense que dans le méchant, les méchants là, dans Rose in Chains et dans Alchemized, je pense que eux, ils méritent clairement de recevoir du charbon là. Parce que franchement, ils étaient quand même vénères. Ceux-là sont pas mal. Après, dans les gentils, dans la liste des gentils, il y en a tellement. Je vous dirais que dans les gentils, en fait, il y en a plein, parce que comme je lis beaucoup de romantasy et tout, où l'héroïne est toujours voilà, en train de sauver la planète, il y a vraiment des gentils. Après, moi, je trouve que il y a des gentils qui me touchent particulièrement, c'est ceux qui ont des histoires familiales un peu compliquées et qui néanmoins, ça n'a pas vraiment affecté leur bonté. Typiquement, là, j'ai 2 exemples en tête. Je crois qu'elle s'appelle Kat. Dans A Touch of Poison, l'héroïne principale, c'est une vraie gentille. Parce que finalement, quand elle commence à faire du grand banditisme, c'est aussi pour permettre aux gens qui vivent avec elle sur son domaine de pouvoir manger, quoi, et vivre. Donc elle le fait pas que pour elle, et elle a été traumatisée dans son enfance par sa famille et notamment son oncle. Et pour autant, elle cherche quand même à protéger sa famille, quoi, alors que franchement, il y a eu vraiment personne pour l'aider, quoi. Donc vraiment, j'étais là, pouah. Enfin, le dévouement envers les autres, il est assez fort. Et pareil, là, je viens de lire L'Esprit de Noël de Becca Borison, et bah l'héroïne, c'est un peu la même délire. Enfin, franchement, elle a une famille, mais genre sa mère, elle est affreuse. Et pour autant, elle est toujours en train de se blâmer, de se dire que c'est elle qui était en cause et tout. Et pour autant, c'est trop un lutin de Noël, quoi. Elle est trop gentille et tout. Donc voilà, je dirais que en haut de ma liste de mes gentils cette année qui mériteraient un cadeau, ce serait ces 2 femmes-là, parce que franchement, elles méritent bien. Trouve une couverture avec du bleu. Alors ça va pas être facile, hein, parce qu'en plus... Alors si, ça sera Dreams Lie Beneath, que j'ai lu il y a pas longtemps. C'est un bleu marine, parce que j'allais dire, le bleu fait pas vraiment partie de mes couleurs préférées, pour ne rien vous cacher. Donc je me jetterai jamais sur une couverture parce qu'elle est bleue. Par contre, ouais, je peux citer quand même donc Dreams Lie Beneath que j'ai lu il y a pas longtemps, et évidemment le tome 2 de Lightfall qui était bleu ciel, qui était magnifique. D'ailleurs, donc voilà. Ça sera cela. J'ai pas tous mes livres avec moi, mais je dois en avoir certainement plein d'autres qui sont bleus, hein, soit dit en passant. Ensuite, c'est un peu random cette question-là, c'est un peu arrivé de nulle part. Un livre que tu utiliserais à la place de ton étoile de Noël sur le sapin. Donc un livre, soit que je trouve hyper beau, soit qui tient une place très particulière, j'imagine, dans ma bibliothèque pour être en haut de mon sapin.
Alors en termes de beauté, moi j'avais l'édition spéciale de Once Upon a Broken Heart qui fait partie des livres que je trouve être les plus beaux dans ma bibliothèque parce que vraiment ils avaient fait un truc de fou. C'est comme l'édition aussi la dorée de l'Empire du Vampire, pareil, ça fait partie des 2 éditions qui sont vraiment très très belles que j'ai en édition. Ce sont des éditions Illumicrate si je me trompe pas, qui je trouve à date fait toujours les éditions les plus belles en fait en anglais. Donc ça fait partie des très beaux livres que j'ai. Après, dans les côtés un peu livres qui sont vraiment très chers à mon cœur, je dirais que ça serait peut-être l'édition de Mina Lima de La Belle et la Bête, de Beauty and the Beast, parce que du coup je l'avais en anglais, elle n'était pas sortie en français à l'époque, que mes collègues m'avaient offert, que je trouvais vraiment très très belle. Donc c'est Mina Lima, vous savez, c'est le studio qui travaillait sur les films Harry Potter. Et en fait, ils font des livres avec plein d'encarts, papier et tout. Enfin, c'est vraiment très très beau. Si j'arrive à vous retrouver des captures, je vous le mettrai. Et du coup, La Belle et la Bête, pour moi, c'est une histoire qui est très importante, je pense, dans ma lecture aussi. Parce que c'est un personnage auquel je me suis beaucoup identifiée. Et donc... et notamment pour son amour de la lecture, pas pour son côté syndrome de Stockholm, bien évidemment. Et donc je pense que ça aurait une place importante. Et j'ai aussi une magnifique édition illustrée d'Orgueil et Préjugés que ma mère m'a offerte, que j'aime beaucoup. Parce que malheureusement, donc, c'est ma mère en fait qui m'a offert tous les premiers Jane Austen, donc c'est grâce à elle que j'ai vraiment, je suis tombée en amour pour ces livres-là, et malheureusement, les éditions 10-18 qu'elle m'avait offertes, je n'arrive pas à mettre la main dessus, donc très certainement que j'ai dû les oublier au Canada ou un truc comme ça. Parce que quand je suis revenue du Canada, je pouvais pas prendre tous mes livres avec moi parce que sinon j'aurais payé 400$ de bagages supplémentaires. Et je me demande si je les ai pas laissés là-bas, mais en tout cas je les ai laissés quelque part parce que je les ai jamais retrouvés. Donc je suis un peu déçue parce que j'aurais bien aimé avoir ma toute première édition un peu toute cornée, toute abîmée là que j'ai lu 120 fois. Mais voilà, donc je dirais ces livres-là, ça me paraît plutôt pas mal. Un endroit fictif parfait pour les vacances de Noël. Un endroit fictif parfait pour les vacances de Noël. En vrai, moi je me suis toujours imaginé voir de mes yeux Vélaris, je crois. Donc la cité justement de Rhys et Fer. Parce que ça reste... En fait, c'est des livres que j'ai lus en hiver. Et du coup, je sais pas, j'associe vachement ça à l'hiver, alors que certainement pas, mais j'avoue que c'est un endroit que j'aimerais beaucoup voir. Et je pense que notamment, pour avoir lu du coup le tome, vous savez, qui est le 3.5 là, qui se passe pendant les fêtes, ça m'avait trop donné envie d'imaginer ça. Après, pour le côté magique, je dirais que l'univers aussi de Caraval doit pas être mal à Noël. Donc là, il faut vraiment que je lise Spectaculaire cette année. Parce que je me dis que ouais, ça doit pas être mal pour son côté un petit peu magie, carte de tarot et tout. Enfin, j'aime bien aussi. Je pense que c'est 2 ambiances qui peuvent bien se mêler. Voilà. Après, il y a des endroits qui sont pas fictifs, mais Minuit à la charmante librairie, ça se passait à Édimbourg. Franchement, moi j'y suis allée. Édimbourg à l'approche de Noël, c'est juste incroyable. Donc tout ce qui est Angleterre, Écosse, pour l'approche des fêtes, je valide. Quelle est ta boisson, ta gourmandise et ton film préféré pour la saison? Pouah, j'en ai trop. La boisson, ça va être très facile. Moi, j'aime beaucoup les chocolats chauds, mais alors le chocolat chaud pour enfants. C'est-à-dire que le lait de vache avec le Nesquik, vous voyez? Pas le truc sophistiqué et que je mets du chocolat, tu sais, de grands créateurs, machin. Absolument pas, genre les trucs, 3 cuillères de Nesquik et franchement c'est ma boisson préférée l'hiver, j'adore me caler devant un film en buvant ça, voilà. Les gourmandises, moi je suis une fanat d'orangettes, c'est un truc que je me suis découvert une passion pour ça il y a quelques années et depuis, mais je pense que j'ai rattrapé toutes les années où j'en avais pas mangé, hein. J'en ai mangé des kilos. Donc là j'ai un Deneville à côté de chez moi et franchement les orangettes de chez Deneville, trop bonnes. Et du coup, mon film préféré de la saison, j'en ai plein. Il y a des films que je me fais tous les ans. Je me fais tous les ans La Belle et la Bête de Disney. Je me fais tous les ans depuis qu'il est sorti Klaus, que j'adore, de Netflix. Je me fais quasiment tous les ans Les 5 légendes. Donc ça, c'est la partie animation, c'est ce que je préfère. J'adore me faire Le Monde de Narnia, le tome 1. Le livre 1, donc en film. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? J'adore me faire les Harry Potter à cette période. J'adore The Holiday, qui est ma romance de Noël préférée, je pense.
ever. Et pour autant, il y a toute une partie qui se passe pas sous la neige, mais vraiment, c'est ma romance préférée. Et évidemment, Les 4 filles du Dr. March. Bah, si je devais en choisir qu'un, ce serait celui-ci. Et franchement, je me suis refaite la version je crois que c'est Greta Gerwig, son nom, qui est sortie là il y a quelques années avec Emma Watson et Saoirse Ronan ou Rohan, je me souviens plus de son nom. Et franchement, elle est quand même très chouette. Je trouve qu'elle a pas cette saveur noëlesque qu'a la version avec Winona Ryder, mais elle est quand même très chouette. Et je pense que le vintage aussi qui est apporté par celle de 95 maintenant, vu que la version est assez ancienne, bah, fait qu'elle elle fait plus Noël. Mais ouais, les deux sont sympas, et même celle, comme je vous avais dit, celle qui était faite par la BBC aussi, la mini-série était très chouette. Donc ouais, non, franchement, mon film de la saison préférée ever, c'est celui-là. Donc là, je me suis déjà refaite une des versions, je vais peut-être me refaire une autre dans pas longtemps. Aimes-tu l'hiver? Il y a des hauts et des bas, je vous dirais. L'hiver, pour la période, on va dire vraiment des fêtes, j'adore. Même si après, c'est toujours ponctué d'une petite pointe de nostalgie parce qu'on se rend compte que toute l'anticipation est passée et que bah ça y est, c'est fini. Donc ça, c'est la chose avec laquelle j'essaie de mieux vivre d'année en année, en étant sûre d'avoir des petits événements juste après Noël pour garder un peu ce côté euphorique, parce qu'en fait, ce qu'il y a de plus beau dans Noël, c'est de préparer Noël. Mais en fait, le jour même de Noël, ça passe à une vitesse folle. Souvent, on est très fatigué. Alors, les enfants ouvrent les cadeaux en 10 secondes chrono. Toi, tu te dis putain, j'ai passé 3 semaines à faire tout ça. Et en fait, en 10 secondes, c'est fini, quoi. Bon, voilà. Et donc, il y a un côté un petit peu frustrant, je trouve. Donc ça, c'est quelque chose avec lequel j'ai encore du mal un peu à vivre. Et donc, du coup, voilà, il faut que j'arrive à trouver mes rituels, finalement, d'après Noël, pour ne rien vous cacher, pour passer à travers cette période. Moi, j'ai pas trop le Blue Monday là, de janvier, parce que je vois tellement janvier comme un... J'en ai carrément une mouche, voilà, on aura tout vu. Moi, je vois vraiment janvier comme un renouveau. C'est une façon pour moi, pardon, d'écrire la nouvelle histoire de mon année. Donc du coup, j'ai pas trop de blues de janvier, et je trouve que l'hiver, finalement, c'est une période où on va ralentir, où on va essayer de prendre un petit peu plus soin de soi, on va faire le bilan de l'année, on va avoir plein de projets pour l'année à venir, plein d'envies. Et j'aime bien ce côté un peu, on fait le ménage, on repart fraîche pour cette nouvelle année. Donc non, je suis pas, c'est pas vraiment une saison que j'aime pas ou qui me stresse ou quoi. Puis bon, moi je suis quand même assez casanière, hein. J'aime dessiner, j'aime lire, j'aime écrire, donc autant vous dire que l'hiver c'est quand même la saison parfaite pour faire ça, quoi. Donc voilà, puis je suis pas très forte chaleur en plus, pardon, donc c'est pas, voilà, c'est pas trop un problème. Pourquoi je disais il y a des bas et des hauts, c'est parce que je trouve que parfois, sur le mois de mars, là ça commence à être long. Voilà, ça commence à être long, on sent que quand on commence à avoir des 15 degrés, qu'il pleut tout le temps et tout, là ça fait partie des moments qui me font pas hyper plaisir. Quelle est ton activité préférée durant l'hiver ? Lire. Comme je vous disais, me pelotonner sous la couette et me faire des films de Noël, j'avoue que ça fait partie de mes activités préférées. Et j'adore faire des puzzles, mais ça fait longtemps que j'ai pas eu le temps de me poser, parce que souvent pour faire un puzzle de 1000 pièces, il faut compter, en tout cas pour moi, je trouve entre 4 et 8 heures. Et bah déjà je peux pas squatter la table à manger là pendant 8 heures, c'est mort quoi. Donc j'ai un peu du mal, et puis franchement je sais pas quand était la dernière fois que j'ai pu me poser 8 heures déjà, j'ai envie de vous dire. Donc ouais, j'ai un peu du mal. Donc là j'en ai acheté qui font 500 pièces en me disant allez ça va réduire un peu, et j'avoue qu'avec ma famille là pendant les fêtes j'aimerais bien arriver à faire un puzzle. J'aime bien les jeux de société aussi avec ma famille pendant l'hiver, je trouve ça trop cool. Voilà, et cette année j'aimerais bien me lancer dans une nouvelle activité manuelle, parce que comme le dessin est devenu une activité professionnelle, comme un peu l'écriture, où vraiment là j'essaie de faire ça en mode allez, le but est vraiment de produire un roman, bah j'ai plus trop de... enfin même les lectures, vous voyez, comme il y a toujours une teinte un peu YouTube, j'ai plus trop d'activités où vraiment j'ai l'impression de relâcher la pression complètement, et que je le fais juste pour moi en fait. Donc du coup j'aimerais bien me trouver une nouvelle activité cette année, j'ai des pistes, et bah, si je concrétise je vous montrerai ça dans les vlogs. Voilà.
je m'étouffe, je reviens. Écoutez, voilà pour ce tag. C'était un tag tout mignon, comme je vous disais, j'aimerais bien plus de faire ça, donc je vais le noter et je pense que je le referai l'année prochaine, comme ça on verra un peu si mes réponses ont changé. Je pense qu'il y a des trucs qui vont revenir. Mais voilà, si vous avez eu envie vous aussi de répondre aux questions en même temps, en vous disant ah moi c'est ça, moi c'est ci, bah, surtout dites-le moi en commentaire, ça me fera trop plaisir de vous lire et de voir un petit peu vous quels sont vos films préférés, vos gourmandises et tout, ça moi j'adore. Et puis les livres aussi que vous avez prévu de vous mettre sous le sapin, même si je vous prépare une vidéo bientôt pour ce sujet où je vous parlerai justement de ma liste au Père Noël, donc voilà. Écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une magnifique semaine de lecture. J'espère que vous vous portez bien et que vous vous couvrez bien en cette saison de virus, là où il y en a dans tous les sens. J'espère que vous êtes un petit peu moins malade que chez nous, parce que chez nous ces temps-ci, c'est l'hécatombe. Et puis je vous retrouve très vite du coup pour le prochain vlog et la prochaine vidéo. Sur ce, bye bye!